Bonjour mes élèves. Maintenant, dans ce cours, je vais essayer de vous expliquer comment analyser une œuvre d'art. Bien sûr, ce cours-là, ça va vous aider pour bien faire dans votre parcours scolaire une bonne analyse plastique et artistique à vos travaux. Alors, comment analyser une œuvre d'art? L'analyse d'une œuvre d'art est un travail d'observation et de réflexion. Il s'agit de bien regarder et de faire travailler sa sensibilité et sa logique. L'analyse d'œuvre est un exercice personnel qui doit s'adapter à l'œuvre présentée. La méthode proposée vous expose les points les plus importants à traiter. Alors, on va commencer par l'identification. Il s'agit d'expliquer ce qui est mis sous vos yeux et de faire la fiche d'identité de chaque œuvre. La question la plus courante avec laquelle on peut commencer, c'est quel est le document présenté? La reproduction d'une œuvre en couleur sur papier ou sur diapositive. Est-ce que tu l'as déjà vu en reproduction ou de vrai? Celle-ci me paraît-elle fidèle à l'original? Quelle est la nature de l'œuvre représentée? Ça peut être une peinture, comme ça peut être une sculpture, comme ça peut être un assemblage, comme ça peut être une installation, ou un dessin, ou un collage, ou une œuvre composite. Est-elle présentée en totalité ou partiellement? Dans quel environnement? Comporte-t-elle un cadre? Quelles indications sont-elles fournies? Je veux dire la légende. Et la légende, bien sûr, chaque légende, il doit comprendre l'auteur, le titre, il doit toujours être souligné, la date de réalisation, le format, la technique et le support, exemple, peinture à l'huile sur toile ou sculpture en bronze, dessin au fusain sur papier, etc. Le genre, ça peut composer une nature morte ou un portrait, un paysage, et ça peut être aussi une scène de bataille ou œuvre abstraite, etc. Bien sûr, je ne vais pas citer tous les exemples. Deuxièmement, la description. Alors là, il faut bien faire attention. Dans ce point-là, il faut être le plus précis possible, comme s'il s'agit de décrire l'œuvre à quelqu'un qui ne la voit pas. Bien sûr, vous allez faire comme si quelqu'un vous appelle par téléphone et il vous demande de décrire ce que vous voyez. Et là, il faut être vraiment le plus possible objectif. On ne décrira pas de la même façon une œuvre en 2 dimensions, peinture, dessin ou photographie, qu'une œuvre en 3 dimensions, sculpture ou installation. Alors le sujet, quel est le sujet général de l'œuvre? Par rapport à l'espace, on peut poser la question du cadrage ou point de vue. Est-ce que c'est un gros plan, un plan large, un plongé, un contre-plongé, etc. Et un espace réaliste, est-ce qu'il y a une perspective? La place des éléments dans l'espace, à droite, à gauche, au premier plan, en arrière-plan, y a-t-il des lignes directrices qui attirent l'attention sur un élément de l'œuvre? Par exemple, les lignes de fuite ou les gestes des personnages, etc. Alors là, on va passer pour parler des couleurs. Alors les couleurs, quelles sont les couleurs principales? Y a-t-il une correspondance entre ces couleurs? Par exemple, les teintes claires ou foncées, des couleurs chaudes ou froides, ou des camailleux, par exemple. Que mettent-elles en valeur? Quels sentiments traduisent-elles? En ce qui concerne la lumière naturelle ou artificielle, d'où vient-elle? Est-ce qu'il est zénithal, par exemple?
Est-ce qu'un élément est plus éclairé? Y a-t-il des ombres ou des contrastes? En ce qui concerne l'expression du ou des personnages, tout dépend de l'œuvre. Si l'œuvre montre des personnages, il faut décrire leur posture et les expressions des visages. Le traitement plastique, en peinture, est-ce qu'il y a la touche, l'aplat, modelé, modulation, etc. La gestualité apparente ou non, en dessin, cerne, estampe, esquisse, etc. En photographie, c'est une photographie argentique ou numérique, à grain. On peut aussi parler des pixels de la photo. Le rapport avec le spectateur, à qui s'adresse l'œuvre? Quelle est la place du spectateur devant l'œuvre? Que ressent-il face ou dans l'œuvre? Alors là, on peut commencer à parler de connotation, de sentiment, de subjectivité, si vous voulez. S'il s'agit d'une œuvre en 3 dimensions. Alors là, il faut bien faire attention parce qu'il y a une grande différence entre toute œuvre en 2 dimensions et en 3 ou en 3 dimensions. Alors l'espace est le point de vue. Par définition, une œuvre tridimensionnelle a une multiplicité d'angles de vue. Lorsqu'on l'étudie, on se base sur une ou plusieurs photographies qui ne vont nous montrer qu'un aspect limité de l'œuvre. Il faudra témoigner de cela et essayer de décrire même ce que l'on ne voit pas sur le document. Comment l'œuvre est montrée? L'œuvre est-elle montrée dans un espace spécifique, intégrée à un monument ou l'ornant sur un fond neutre? Y a-t-il un socle ou pas? En ce qui concerne la couleur et la lumière, bien sûr en œuvre en 3 dimensions, la couleur d'une sculpture ou d'une installation dépend beaucoup de son matériau ou de sa texture et de l'environnement dans lequel est-elle perçue. Il faudra étudier ces interactions. Alors là, on va revenir au point de spectateur. Il faut bien voir la place du spectateur. La place du spectateur est primordiale. Ces œuvres appartiennent à l'espace réel dans lequel le spectateur se déplace et peut agir. Le spectateur peut-il tourner autour, entrer à l'intérieur, voir une action sur l'œuvre? L'œuvre a-t-elle une influence directe sur sa perception ou ses émotions? Alors là, c'est purement subjectif. Alors l'interprétation, parlant de subjectivité, c'est tout à fait normal de passer à l'interprétation. À partir de vos observations, il s'agit de deviner ce que l'artiste a voulu exprimer. Le message de l'œuvre, pourquoi l'artiste a-t-il fait cette œuvre? C'est la première question évidemment qu'on pourra poser. Quelle information nous apporte-t-elle? Ce que vous avez remarqué dans la description doit vous permettre de faire des hypothèses. Une œuvre d'art n'est jamais gratuite et tous les choix formels ont un sens. Vous pouvez aussi questionner le titre de l'œuvre et son rapport avec l'œuvre. Là, l'œuvre dans la carrière de l'artiste et dans l'histoire des arts. Il s'agit de montrer que l'œuvre s'inscrit dans un contexte plus général et qu'elle nous amène à nous poser des questions. Quelles sont les idées de l'artiste? Fait-il partie d'un courant artistique connu ou pas? Y a-t-il d'autres œuvres qui parlent du même sujet? Est-ce que l'œuvre peut être reliée à une thématique historique, sociale, artistique importante? L'analyse doit être rédigée en paragraphes avec des phrases complètes, de manière simple et précise, avec une grammaire et un orthographe bien soignés. Alors là, on va passer à une application de la méthode d'analyse. On va appliquer tout ce qu'on a vu maintenant sur une œuvre d'art. Regardez bien ce tableau.
bien sûr, ça vous dit quelque chose. On a déjà vu ce genre de travail pendant les cours précédentes. Ça vous parle un peu. Alors on va commencer maintenant. Alors le tableau est un paysage à l'ambiance sombre, dévoilant un champ au beau milieu de la campagne provinciale. Au premier plan, à notre gauche, se dresse une série d'épis de blé courbés. Au centre, une route sinueuse s'enfonce dans les profondeurs du tableau, tandis que les ébauches de deux autres voies s'écartent vers la droite et la gauche de la toile. Alors, au-dessus de la route médiane se détachent des courbeaux dont le nombre croît à mesure que l'on se déplace vers le ciel. Derrière cette nuée de volatiles, un ciel d'un bleu obscur occupe l'arrière-plan, voilant même un soleil que l'on devine à peine dans la continuité du chemin central. Là, ce que vous voyez donne au tableau une touche aux courbes très irrégulières, aux traits plus approximatifs et aux contours que l'on peine à repérer. On remarque également sur le tableau un réel foisonnement de couleurs, vives et ternes, chaudes et froides, du noir inquiétant, des corbeaux au jaune à la fois clair et sombre du blé. Van Gogh joue sur les teintes. Il n'y a pas ici de couleurs véritablement dominantes, mais une juxtaposition de touches très diverses. Le ciel orageux, tapissé de nuages violacés, courant le champ aux épis d'un jaune orangé, bordant les chemins au ton rougeâtre. Alors, on va passer à la composition qui s'organise selon un certain nombre de lignes de force. Une ligne horizontale qui semble onduler comme une mer en pleine tempête sépare tous les abords, le champ et l'horizon fermé par le ciel et les oiseaux. L'effet de mouvement qu'apporte le vol des oiseaux, l'ondulation du ciel ou encore les épis de blé battus par le vent démontrent la façon libre de Van Gogh d'aborder l'espace du tableau et l'approche de la perspective classique. Chacun des chemins divergents crée une ligne qui traverse la toile et se perd vers la droite, la gauche ou encore l'horizon, ce qui crée une impression de profondeur, soit en s'enfonçant jusqu'à l'horizon, tourmenté, soit en s'écartant vers les bords du tableau comme pour le prolonger. Il représente également trois voies sinueuses allant dans les directions différentes et semble ainsi faire écho aux sombres pensées et l'indécision de l'artiste. Van Gogh attache ainsi une importance non négligeable à la perspective. On l'a déjà cité auparavant. En donnant une grande profondeur à son tableau, l'horizon se démarque clairement des champs de blé, alors que la procession des courbeaux nous invite à explorer ce que l'artiste ne montre pas. L'obscurité profonde du ciel en dehors du tableau, on ne repère d'ailleurs aucune source lumineuse. Pas un seul effet de réflexion et les champs ne renvoient pas le réel éclairage. La lumière semble absente, comme pour la plupart de ces toiles. Et on a l'habitude de voir ça dans toutes les œuvres de Van Gogh. Van Gogh utilise ici la peinture à l'huile et a sûrement étalé les couleurs à l'aide d'un couteau ou d'une spatule. Considéré par beaucoup comme le dernier tableau, alors là, c'est un point très très essentiel, le dernier tableau de Van Gogh, cette toile apparaît comme son testament pictural. Ainsi, le champ de blé au corbeau, dernière œuvre majeure de Van Gogh, se fait le reflet des tourments qui agitent l'artiste, rappelant
en effet que Van Gogh, lorsqu'il peint le champ de blé au corbeau, se trouve dans un état de confusion mentale très très avancé. Pourquoi? Parce que récemment, sorti de l'asile de Saint-Rémy, il cherche visiblement à extérioriser à travers la peinture, et d'ailleurs c'était le seul moyen pour Van Gogh. Il n'a pas d'autre issue pour faire ressortir ses sentiments. Un trouble, une sorte de souffrance psychologique. L'artiste au comble du désespoir. Remarquez bien, dans ce chapitre-là, on est au fond de la description subjective. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la fin de l'analyse précédente. Au comble du désespoir, trouve dans cet immense champ de blé désert traversé par un vol de corbeaux un espace capable d'exprimer son désarroi. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.